Alors, si comme moi, vous passez vos journées sur LinkedIn et vos soirées à écouter des tech podcasts, le message est clair, l'IA transforme tous les jobs. Et vous n'avez plus besoin d'ingénieurs pour créer votre entreprise puisque vous pouvez tout vibe coder. En même temps, des mesures de la productivité nous disent que le résultat n'est pas évident. Et une étude du MIT nous indique que 95% des projets d'IA générative échouent aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire que le ROI des investissements d'IA n'est pas là pour les PDG, ni pour les boards d'investisseurs. Alors la question, elle est simple. Est-ce que nous sommes en train de vivre une transformation du travail ou bien une hype de l'IA? Alors je ne suis pas futuriste, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas une experte RH, mais j'ai beaucoup de chance car j'ai accès à une vue unique sur l'évolution du marché du travail aujourd'hui en Europe. En effet, Malte est une plateforme qui met en relation presque 1 million d'experts indépendants avec plus de 100 000 entreprises, de la start-up, PME à la multinationale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'aime faire, j'ai regardé les données. Et j'ai eu quelques surprises. La première, c'est l'ampleur de l'IA agentique. Alors quand on parle IA en entreprise, maintenant on parle vraiment de LLM, qui ont été démocratisés avec OpenAI. Et depuis 2023, on voit que la demande pour cette compétence en LLM par les entreprises, elle ne fait que grandir. Elle s'accélère même. Le problème avec les LLM en entreprise, c'est qu'ils hallucinent. Donc on leur a donné du contexte, on leur donne des documents auxquels se référencer pour qu'ils hallucinent moins, c'est ce qu'on appelle techniquement RAG. Et quand on regarde l'évolution de la demande des entreprises pour cette compétence RAG, eh bien, elle augmente depuis 2024 et elle suit la courbe des LLM. Maintenant, depuis 18 mois, on ne veut pas seulement donner à LLM des documents et du contexte, on veut aussi les équiper avec de la mémoire, des capacités de raisonnement, et surtout des outils pour qu'ils puissent prendre des actions. Et là, j'étais surprise de voir que les entreprises, elles accélèrent vraiment sur l'agentique. Aujourd'hui, plus vite que sur les LLM, et même la demande pour des compétences en agent, elle dépasse celle pour les LLM. Mais quand on regarde les données, on ne voit pas que l'évolution de la demande pour des compétences en IA. On commence à voir une réelle transformation sur les métiers. En haut de la pyramide, sur les métiers de la tech, on voit une explosion pour des métiers nouveaux. C'est pas trop encore ce qu'il y a derrière. Les AI engineers, les automation engineers, les AI PM, product manager, project manager, les AI ops. Ce qu'il y a derrière les AI engineers, pour moi, c'est la fin du silo entre data et ingénieur. L'IA, c'était vraiment le sujet des data scientists il y a encore quelques années, et en 2024, c'était vraiment eux les premiers à devenir AI engineers. Depuis 2025, c'est les ingénieurs back-end qui les ont détrônés. Derrière les automation engineers, il y a vraiment beaucoup de choses. Des ingénieurs, mais pas que. Il y a aussi des experts de domaine, du marketing, de la communauté, qui se sont formés à l'automation, au low-code, no-code, et maintenant qui mettent en avant cette double compétence qui est très valorisée par l'entreprise. Plus généralement, on voit que les entreprises vraiment valorisent, sont prêtes à payer plus pour des profils qui ont une double compétence. Par exemple, du front-end qui font du design, et vice-versa. Des back-end ingénieurs qui maîtrisent l'IA et la data. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant 2023. En bas, on voit aussi un déclin de la demande pour certains métiers, notamment sur les copywriters, moins 9%, sur les graphic designers, moins 7%. Moi, j'étais surprise de ne pas voir un changement plus fort, étant donné les capacités des modèles d'IA aujourd'hui sur ces domaines. Ce qui se passe sur les graphic designers, c'est que peut-être, oui, on fait plus appel à un graphic designer pour améliorer un petit visuel. Par contre, quand il s'agit de réfléchir à l'identité visuelle d'un produit, d'une marque, cette expertise est encore très valorisée. C'est la même chose pour les copywriters. Ce sont les petits projets tactiques qui disparaissent. Par contre, pour réfléchir au tone of voice, on fait encore appel à eux. Au milieu, on voit vraiment une forte demande pour du conseil en stratégie. Alors bien sûr, c'est de la demande pour des stratégies IA, mais pas que. On voit aussi du conseil en marketing, du conseil commercial, de la stratégie d'acquisition, parce que tout notre écosystème est chamboulé avec l'IA. Mais ce qui domine cette tendance, c'est surtout une demande d'accompagnement des entreprises sur la conduite du changement. Parce que qu'on regarde les scale-up ou les grands groupes du CAC 40, tous sont en train de transformer leurs organisations et leurs collaborateurs dans le cadre de leur stratégie IA.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai regardé ce qui se passait côté talent. Côté talent, les choses évoluent encore plus vite que côté demande. En effet, quand on regarde l'évolution du nombre de talents qui proposent d'être en service de traduction, eh bien cela diminue plus vite que la diminution de la demande. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les copywriters, chez les graphic designers. Qu'est-ce qui se passe? Les talents se transforment, ils investissent dans de nouvelles compétences. La plupart d'entre eux, et dans tous les métiers créatifs, ils se mettent à l'IA et à l'automation. Et ils se marketent différemment. On voit certains même qui font évoluer leur offre vers des fonctions plus stratégiques dans leur domaine d'expertise initiale. Et tout l'écosystème, que ce soit ces métiers-là ou sur les métiers de la tech, on le voit qu'ils s'adaptent même plus vite que les entreprises. Donc finalement, quand on regarde ces données sur les projets et sur les compétences via la plateforme Malt, on voit que oui, les entreprises aujourd'hui, elles investissent vraiment des millions sur cette transformation et que les talents s'adaptent extrêmement vite. Donc si je reviens à mon constat initial, on parlait de 95% d'échecs des projets IA. Quelles sont les raisons de ces échecs? Moi, ce qui m'interpelle quand je discute avec des entreprises, c'est que les raisons sont exactement les mêmes que celles qu'on voyait il y a 15 ans sur les projets de data science. Je ne sais pas si vous étiez déjà sur ces sujets. Et si je dois vous résumer mes 15 ans d'expérience sur ce domaine, je choisirais que 3 points principaux, 3 convictions. Le premier, c'est que quand on construit des produits IA, finalement, le challenge, il n'est pas vraiment technique. Il est avant tout un challenge de product design et de user experience. Parce que traduire un modèle probabilistique et parfois black box en un vrai produit qui amène de la valeur, ça demande une vraie compétence UX. Et c'est souvent largement sous-estimé par les entreprises. Ma deuxième conviction, c'est que ce sont les opérateurs les mieux placés pour transformer leur métier. Quand on réfléchit aux raisons des échecs de l'IA, la première, c'est le pushback des opérateurs. Et aujourd'hui, les opérateurs, ce sont eux qui connaissent les problèmes. Ce sont eux qui ont les meilleures idées, plus que le management, plus que des équipes tech isolées. Et donc l'enjeu est plutôt de mettre la technologie dans leurs mains, de leur donner les moyens de faire des choses avec. Mon boulot, ce n'est pas de créer tel ou tel argent marketing et de venir voir l'équipe marketing et les déployer. Mon boulot aujourd'hui en tant que CTO, c'est plutôt de créer les outils et le contexte pour qu'ils puissent expérimenter avec ces outils et créer leurs agents eux-mêmes. Ma troisième conviction, c'est que la transformation des entreprises avec l'IA, elle ne se fait pas par décret stratégique. Elle se fait par expérimentation. Ce sont généralement plutôt des expérimentations qui amènent le plus de valeur plutôt que des grands plans. Les meilleures idées ne sont pas dans ces grands plans de management. Que ce soit la personne du customer support qui va vouloir automatiser ses réponses en connectant à la FAQ, en connectant avec d'autres sources de données et certaines réponses qu'elle a fait dans le passé. Que ce soit le commercial qui se construit son daily brief du matin avec des notifications sur ses prospects et son agent de veille sur certaines entreprises qu'il ou qu'elle suit. Que ce soit le ou la designer qui va changer la façon dont elle produit du design pour que ça génère directement du code et facilite le front-end pour son ingénieur partner. Tout ça, ce sont autant d'expérimentations qui, jour après jour, transforment réellement l'entreprise. Et pour que ces expérimentations elles se fassent, il y a vraiment une condition nécessaire. La sécurité psychologique. Les entreprises qui avancent le plus vite avec l'IA, c'est celles qui permettent aux équipes de tester et surtout d'échouer sans pression héroïste court terme. Alors, je ne vous parle pas de POC coûteux. J'ai jamais fait de POC de ma vie, d'ailleurs, je l'admets. Je vous parle d'expérimentation peu chères en production. Alors ensuite, il va falloir les scaler et diffuser les meilleures idées. Mais finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à cultiver des entrepreneurs dans nos entreprises. Des profils qui ont la compétence d'identifier une opportunité, de la tester et ensuite de scaler la solution. Ce qui m'amène à cette conviction
qu'aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, le différenciateur est moins technologique et il se fait plutôt au niveau des talents et au niveau de la culture en entreprise. Celle qui façonne la façon dont les équipes vont apprendre, dont elles vont intégrer les nouvelles technologies dans leur quotidien et aussi aller chercher les compétences qu'elles n'ont pas. Car il ne s'agit pas d'apprendre à travailler avec l'IA une fois, qui peut dire où nous en serons dans 2 ans, dans 5 ans, certainement pas moi, mais il s'agit de construire ce muscle de plasticité, de curiosité et d'intrapreneurship. Alors je vous laisse avec une question. Quel type de leader souhaitez-vous être pour vos entreprises? Un leader qui a une mini crise cardiaque à chaque fois qu'il y a un article sur LinkedIn et met une pression héroïste dans la salle? Ou un leader qui partage ses expérimentations avec la salle et contribue à façonner le futur du travail? Merci de votre écoute.